Voilà, je vais me mettre parmi vous, je me sens plus à l'aise quand je suis à côté de vous. Il y a mes grands patrons qui sont là, il y a mes collègues qui me disent toujours des bons mots et qui m'encouragent. Merci Monsieur Beckmer. Il y a nos internes, il y a nos chefs de clinique, il y a nos patientes qui sont là, il y a nos jeunes filles, nos étudiantes et nos étudiants étrangers. Vous êtes nombreux, là je crois qu'il y a 10 nationalités. Merci d'être avec nous. Je sais que certains ont pris un avion juste pour venir ce matin. C'est très chouette et on en est très honorés. Alors ce que je vous propose, c'est d'aborder maintenant la conférence qui est sur donc, les métiers de la chirurgie, la place des femmes en chirurgie en France et en Europe. Je dirai quelques mots sur la féminisation de la chirurgie et ensuite je passerai la parole à mon amie, Madame Brigand, qui vous parlera de la situation en France. Ensuite, on verra la place des femmes dans l'armée et vous verrez leur place est fondamentale. On aura un beau duo. L'innovation, par Madame Peretta, vue par les femmes. L'innovation en fertilité, par Joëlle Belaïch. Joëlle est la présidente du Collège national des gynécologues et obstétriciens français. Je la remercie infiniment d'être là. Elle est toujours là quand il faut et notamment quand l'actualité est chaude et elle est souvent chaude. Et puis, on finira par l'association Femmes de Foot qui aide tout le temps, depuis que je suis là, les femmes en difficulté ou les femmes médecins. Et on aura leur point de vue sur ce topo-là. Donc voilà, on va commencer tout de suite par la féminisation des métiers de la chirurgie, aujourd'hui et demain. Et je vous rappellerai peut-être juste la définition du mot chirurgien. C'est quoi la chirurgie? D'abord, je vous fais remarquer que c'est un nom féminin, la chirurgie. Et c'est une discipline médicale qui est spécialisée dans le traitement des maladies et des traumatismes, qui consiste à pratiquer manuellement, d'où l'importance de la main que vous voyez sur ces photos, et à l'aide d'instruments, des actes opératoires sur un corps vivant. C'est ça la chirurgie. Mais comme l'a dit Albert Claude, on a envie de s'étendre, il ne faut plus qu'on reste à cette définition-là. Il faut qu'on y inclue des personnes qui font des métiers de la chirurgie. Et ceux-ci sont très nombreux. Alors c'est quoi ces métiers? Ils correspondent à une intervention manuelle et instrumentale, comme pour les chirurgiens, mais exercés non pas par des chirurgiens, mais par des médecins qui réalisent des actes opératoires. Alors ils sont très nombreux, je n'avais pas de place sur ma diapo pour tous les citer, mais je peux citer par exemple l'endoscopie, la gastroentéro, la pneumo qui en fait, la radiologie interventionnelle, et ils sont représentés aujourd'hui dans la salle, l'anesthésie qui pose des chambres implantables, etc. et qui crée des actes invasifs. Et la liste est longue. Donc on est plus nombreux qu'avant, on n'est pas que des chirurgiens, on est un groupe de métiers de la chirurgie. Alors en France, il y a 13 spécialités chirurgicales qui sont reconnues. Je ne vais pas toutes les citer, elles sont listées ici. Et c'est différent dans le reste du monde. Il y a des endroits où il y a de la chirurgie générale, on n'en a plus en France. Il y a des endroits où il y a de la chirurgie carcinologique. Et ça nous pose problème quand des médecins pratiquent cette spécialité-là à l'étranger, viennent en France, on ne sait pas bien dans quelle catégorie les mettre, et ils ont souvent beaucoup de difficultés administratives, parce que c'est une spécialité qui n'est pas reconnue chez nous. Donc une divergence à la fois en Europe et dans le monde. La féminisation de la médecine, on en a beaucoup parlé, que de chemin parcouru depuis la première médecin, Madeleine Bress, première femme à décrocher son diplôme en 1875. Et au début du XXe siècle, les femmes ne représentaient que 6% des étudiants en médecine. Et en 1939, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, on n'avait que 350 femmes médecins, alors qu'on savait qu'on aurait besoin d'elles. Actuellement, la médecine se féminise, on en a beaucoup parlé. 47% des effectifs de médecins en activité régulière sont des femmes. 61% des médecins de moins de 40 ans sont des femmes. Donc le progrès est vraiment en marche. Et si je prends les jeunes chirurgiennes, les moins de 40 ans, eh bien elles sont quand même 46% maintenant à exercer la chirurgie. Alors que si je prends les chirurgiens qui ont la soixantaine, on n'est que 20% à être chirurgien. Donc une féminisation qui est en route, et puis c'est normal, parce que voilà, il y a beaucoup de femmes en France, 34 millions de femmes et 32 millions d'hommes. Alors, la féminisation, on l'a dit, ok, elle est là,
Mais il y a une division sexuée des spécialités. Il y a des femmes qui sont quasi absentes de certaines spécialités. Il y a très peu de chirurgiens urologues, par exemple. Il y a peu de chirurgiens orthopédiques. En revanche, en gynécologie obstétrique, on est extrêmement nombreuses et peut-être étant trop nombreuses, 90% de la dernière promotion. Il faut qu'on fasse la place aux hommes quand même. Il faut qu'on montre le bon exemple, Joël, en gynéco. Alors, le problème de la gynéco, c'est un problème qui est assez important puisqu'on a un gros effectif féminin, que les femmes, bien entendu, ont besoin de faire des grossesses et de s'arrêter au moment de leur grossesse, qu'au moment où elles ont envie de se lancer dans une carrière de prof, il y a besoin d'une mobilité, elles doivent partir à l'étranger pendant 1 an, et c'est compliqué pour elles, qui ont des enfants bas âge, de partir, j'en sais rien, New York, qu'est-ce qu'on fait avec les 3 enfants, comment on trouve une école pour 1 an, etc. Donc une vraie difficulté pour elles, finalement, à avoir les mêmes carrières que les hommes et à gravir les échelons. Alors le corps médical se féminise, mais on l'a dit plusieurs fois, il y a peu de femmes au poste de pouvoir. Et je dirais au niveau de notre CME, on est dans le CHU de Strasbourg, est-ce qu'il y a eu un jour une femme présidente CME? Je ne le crois pas, en tous les cas, j'en ai pas trouvé trace dans les archives. Il y a peut-être un problème compte tenu du nombre de femmes dans les hôpitaux. L'académie, on l'a dit, 36 femmes pour un peu plus de 500 académiciens. Donc la parité n'est pas là. Et pour les chirurgiennes, j'ai le droit de les inviter à candidater, tu m'autorises, à l'académie. Donc soyez nombreuses à rentrer à l'académie après cette session. Pour les postes de chef de service, on l'a vu, seulement 30% de femmes, les PUPH, 19%. Et puis, lorsqu'on a un plateau télé, que vous regardez, on l'a beaucoup vu dans la crise du Covid, qui est-ce qui était là? C'était que des hommes, il y avait de temps en temps une femme, et encore, elle était insultée sur les réseaux sociaux. Donc, beaucoup de représentations masculines dans les congrès, dans les plateaux, dans les médias. Or, il y a un décret qui est sorti le 6 août, qui a entériné l'obligation de mettre en place des plans d'action pluriannuels relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique. Donc on devrait être protégé par ce décret. Alors, autre problème avec les femmes, on est en 2022 et souvent quand une patiente arrive en consultation, elle me dit « Écoutez madame, je ne sais pas comment vous appeler. Est-ce que je dois vous appeler docteur? Est-ce que je dois vous appeler docteure? Est-ce que je dois vous appeler doctoresse? Est-ce que je dois vous appeler docteuse? Certaines me l'ont déjà dit. Ou bien doctrice? Ou professeur? Ou professeur sans E. Donc quelque chose qui suscite encore des interrogations au niveau de nos patientes, et je dirais tous les jours. Alors il y a eu un débat qui avait été relayé par Le Monde, je pense que vous vous en souvenez, où il y avait une enquête auprès de nous en disant « mais vous avez envie de quoi? Qu'on vous appelle comment ?» Donc il y avait un certain nombre de propositions qui étaient faites, et finalement la proposition numéro 1 qui est sortie, c'est « Docteur E ». Je n'avais pas voté pour ça. J'avais préféré enlever le E, mais c'est ce qui est sorti. Ensuite venait en numéro 2 docteur, sans E. Doctoresse, un petit peu, chez les gens un peu plus âgés. Doctrice ou docteuse, très peu de votes. Et j'avais bien aimé la réaction d'un confrère à l'époque que j'avais noté, et ça m'avait fait sourire. Il disait, s'il faut ajouter des E pour affirmer la féminité, ne faudrait-il pas les enlever à ce moment-là pour affirmer le masculin? Et il disait, est-ce que mâle, finalement, ne devrait pas l'écrire sans E? Ou est-ce qu'un homme, il ne faudrait pas lui enlever le E? Il ne faudrait pas être hypocrite avec cette histoire-là. Et j'avais trouvé que c'était une réflexion assez sympa de la part d'un homme. Tout ça pour dire que maintenant, les choses devraient être claires, même si on n'est pas bien d'accord avec ça, c'est comme ça, c'est la règle. Vous avez des ouvrages officiels qui sont sortis, l'un d'entre eux qui s'appelle « Pour une communication publique sans stéréotype de sexe », et on vous donne les réponses. Un chirurgien, le féminin, c'est une chirurgienne, c'est officiel. Un docteur, quand c'est un titre universitaire, puisqu'on peut être docteur en sciences sociales par exemple, le féminin c'est docteur avec un E. Si on s'adresse à une femme docteur, eh bien le féminin docteur c'est docteur E ou doctoresse,
qui est accepté. Donc si une de nos patientes nous appelle doctoresse, il faut l'accepter, c'est formalisé maintenant. Chef de service, même si on n'est pas nombreux, il faut quand même qu'on puisse nous appeler. Et classiquement, c'est 2 FE, mais le masculin est quand même autorisé. Chercheur, chercheuse ou chercheur E, les deux sont acceptés. C'est l'usage qui va trancher. Professeur, professeur E, c'est clair. Et je vous laisse réfléchir à celui-ci. Les mandarins étaient nos grands patrons dans les hôpitaux. Comment va-t-on appeler les femmes? Voilà. Autre petite réflexion sur 2022, il y a ce qu'on a appelé, et entre femmes on en parle assez souvent, l'effet Mathilda. C'était quoi l'effet Mathilda? Eh bien, c'était un déni ou une minimisation récurrente et systématique de la contribution des femmes scientifiques à la recherche, dont le travail était finalement attribué à leurs collègues masculins alors qu'ils n'avaient rien fait. Alors je vous donne quelques exemples. Un exemple très ancien que j'ai mis pour Joël. Trotula de Salerne, c'était une chirurgienne du Moyen-Âge qui avait fait des traités pour la pathologie des femmes. Tout le monde s'en servait, mais personne n'a jamais dit que c'est une femme qui l'avait écrit. Les hommes se le sont attribués. Autre exemple assez connu, Alice Ball, c'était une chimiste à l'université d'Hawaï. C'est elle qui a trouvé le traitement contre la lèpre. Elle est décédée avant la publication de ses résultats et finalement les auteurs qui ont décidé de publier l'ont enlevé dans le papier et c'est le président de l'université qui a signé à sa place. Autre exemple assez connu, Marthe Gauthier, on la connaît, c'est elle qui a découvert que la trisomie était attribuée à 3 chromosomes X. Et bien finalement c'est Jérôme Lejeune qui a publié, qui a communiqué sur le sujet, son nom n'avait pas été cité à l'époque. Et finalement, le comité éthique de l'INSERM a dit non, il faut quand même qu'on le dise, c'est elle qui a fait ça. Et finalement, elle a été récompensée, mais bien longtemps après. Donc cet effet Mathilda, et ça je pense qu'on peut le dire entre nous, n'existe plus. Enfin, moi je ne l'ai jamais observé dans ma carrière. Mais peut-être que dans le débat, vous aurez des choses à en dire. Et puis 2022, on est dans le temps de l'évaluation aussi maintenant. Et il y a des choses intéressantes qui sortent. Je vous montre un papier, je l'ai choisi pour celui-ci, mais selon une étude américaine qui s'est déroulée à peu près sur une vingtaine d'années, où ils ont analysé la pratique d'une vingtaine d'interventions chirurgicales courantes, des appendicectomies, des tumorectomies, des choses comme ça. Ils ont montré que lorsqu'une femme opère une femme, eh bien finalement il y a 32% de mortalité en moins. C'est une étude canadienne, on n'a pas regardé ce qui se passe en France, mais c'est juste pour dire qu'on est dans le temps de l'évaluation et qu'il y a des gens qui regardent aussi l'impact de la féminisation de la médecine et de la chirurgie. Donc voilà un petit peu cette étude, et je vous ai mis le papier pour que vous puissiez la lire. Et puis le temps des enquêtes, il y a un collectif, et je sais que certains membres de la salle en font partie, qui s'appelle Donner des ailes, E2LES, à la santé. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce collectif? Il faut quand même faire attention, il y a des enquêtes permanentes dans les hôpitaux, et attention, les femmes continuent à être victimes de discrimination, comme l'a évoqué Jacques ce matin, soit sur leurs compétences, soit sur leur physique, soit sur leur place à un poste de responsabilité. Voilà, et pour conclure, je dirais que la féminisation de la médecine et de la chirurgie est une réalité, on en a parlé depuis ce matin, on en a parlé hier soir. Tout le monde l'a dit, l'accès à des postes de responsabilité est difficile pour ces femmes. Et nous pensons que nos différentes sociétés savantes qui sont ici dans la salle, on a bien sûr l'Académie nationale de chirurgie, on a Joël qui représente le Collège national des gynéco-obstétriciens, on a Shlomo Schneebaum qui représente la Société internationale de scénologie, on a nos représentants de l'ARS qui sont là, on en a d'autres qui sont là, pour être des forces de proposition, pour essayer de permettre à ces femmes de faire des carrières. Et on l'a vu, ce qui les bloque souvent, c'est cette fameuse année de mobilité.
parce qu'elles ne savent pas comment partir pendant un an et laisser tomber les enfants, etc. Comment faire? Je crois qu'il faudrait qu'on les aide et puis qu'on pense au remplacement des femmes au moment où elles sont enceintes. Et ça serait un très grand pas qu'on pourrait faire pour qu'elles grimpent dans la carrière. Et je vous remercie.